Aujourd'hui, on parle des métiers de l'assurance pour des ingénieurs, avec Pierre, qui est un directeur dans le milieu de l'assurance. Alors, c'est une interview exceptionnelle parce que avoir des invités de la stature de Pierre, c'était un vrai plaisir pour moi et de pouvoir vous l'offrir. Pierre, il a donc commencé par un PhD à Cambridge, puis est parti travailler dans la modélisation des risques naturels. Et on va voir comment cela menait dans le monde de l'assurance. Il a aussi eu, après, dans sa carrière, une phase commerciale. Et maintenant, il est à son compte, son propre patron, comme on dit. Et justement, on en parle aussi, comment créer son entreprise et avoir des clients réguliers dans le milieu de l'assurance. Bref, on va couvrir plusieurs sujets. Une interview qui a été extrêmement agréable à réaliser. Je remercie Pierre énormément, notamment parce qu'il avait une petite toux, donc j'ai essayé d'enlever ça au montage, mais voilà, des fois il va tousser, mais un grand merci à lui d'avoir participé malgré ça, et j'espère que ça va vous plaire. Très bonne écoute à vous, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieurs, et je suis votre hôte, Thomas l'ingénieur. Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc mon nom est Pierre Viard, j'ai eu une carrière pendant 2 décennies, donc peut-être une personne un peu plus senior que d'habitude. Et en effet, j'ai eu une carrière principalement dans l'assurance et tout ce qui est transfert de risque, qui a évolué plus vers un domaine un peu plus commercial, qui débouche au final sur du consulting, qui est lié au changement, au climate change et tous les domaines qui sont liés au changement climatique dans l'industrie de l'assurance et de la finance. Très varié. Très varié. C'est vrai que c'est assez fou, c'est pour ça, moi ça fait 3 ans que je pense à vouloir t'interviewer, mais je voulais avoir atteint un niveau de podcast suffisant pour pouvoir avoir de la matière et venir parler de tes expériences, parce que ça m'a impressionné de partir d'un départ d'ingénieur, puis on va revenir sur ce que tu as fait comme parcours, jusqu'à maintenant l'assurance, la réassurance, qui sont des domaines qui peuvent être surprenants ou méconnus pour beaucoup d'ingénieurs qui commencent dans leurs études ou même qui commencent dans leur carrière. Donc ce que je te propose pour commencer, c'est qu'est-ce qu'est-ce que tu as pu faire dans l'assurance, dans la réassurance, concrètement, comme type de mission par exemple, pour qu'un un jeune ingénieur puisse un peu comprendre, mieux démystifier ce que l'on peut faire dans l'assurance, la réassurance. Bien sûr, je ne demande pas de tout décrire, mais plus ce que toi tu as pu faire. Bien sûr. Alors, juste pour clarifier le terme réassurance, ça veut simplement dire l'assurance des assurances. Sont donc les grands groupes d'assurance se protègent eux-mêmes de chocs, de pertes potentielles qui peuvent survenir soit par un risque catastrophique, les ouragans, les tremblements de terre, mais aussi le Covid. Euh, et donc ils peuvent subir des chocs financiers, de grosses pertes, et c'est pour ça qu'eux-mêmes achètent de la réassurance. Donc au sein de l'assurance et la réassurance, ça consiste vraiment à regarder le contrat, les types de contrats. Donc, pour moi, c'était principalement ce qu'on appelle P&C, c'est-à-dire Property and Casualty, c'est-à-dire les bâtiments. Et donc, c'est un portefeuille de risques et il faut en évaluer le risque. Donc, c'est vulnérabilité, l'exposition et la fréquence, la récurrence, peut-être, de certains risques naturels. Donc, ça inclut beaucoup de modélisation, de pricing, beaucoup de notions actuarielles quand même. Donc c'est assez mathématique, voire scientifique pour comprendre les risques naturels. Et puis il y a un domaine un petit peu commercial, puisqu'il faut effectivement amener un contrat qui transfère les risques d'une partie à une autre. Donc c'est à peu près comme ça que je vois ce que j'ai fait Ouais. au sein de l'assurance et de la réassurance. C'est très vaste, enfin, une des questions que je me poserais, une des premières questions que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre justement des chiffres, des valorisations sur des événements qui peuvent être aussi rares que des catastrophes naturelles. On se dit, est-ce que ça arrive une fois tous les 100 ans, tous les 200 ans, tous les 500 ans, mais se tromper dans un calcul comme ça sur un type de contrat peut être très onéreux pour une assurance. Si juste, c'était pas une fois tous les 200 ans, c'est une fois tous les 50 ans, ça peut coûter beaucoup d'argent. Donc c'est tout de suite, j'imagine, des grandes sommes et des grands enjeux pour les entreprises. Ce sont des grandes sommes et des grands enjeux, absolument. Ça, il faut voir qu'il y a des contrats de plusieurs milliards
de dollars de capacité. Ça ne veut pas dire qu'ils dépensent des milliards de dollars pour l'acheter, mais ils se protègent pour avoir une couverture d'assurance qui équivaut à plusieurs milliards dans les grands groupes, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Australie ou au Japon. Donc s'il y a un accident, ils sont couverts. En fait, c'est comme si on a un accident de voiture pour quelqu'un en particulier. Là, c'est un accident naturel. On va prendre une assurance qui va couvrir jusqu'à 1 million, par exemple, pour dire un chiffre, et qui va rembourser tous les dommages qu'il peut y avoir pour nous, pour la voiture avec qui on a eu l'accident. Mais là, c'est pour les entreprises et c'est par rapport à des risques naturels. S'il y a des dommages au building ou à des personnes, ça va rembourser tous les frais afférents. Absolument. C'est-à-dire qu'on est tous au courant des grands ouragans qui frappent les États-Unis, on va dire, plus ou moins régulièrement. Que ce soit aussi des tremblements de terre, comme il y a eu très récemment en Turquie, ou que ce soit en Nouvelle-Zélande, au Japon, bien sûr. On se souvient encore des images du tremblement de terre et du tsunami. Donc tout ça, toutes ces catastrophes entraînent des factures financières pour ces grands groupes d'assurance qui sont énormes. Et c'est pour ça qu'ils achètent de la réassurance. Et bien sûr, ça marche parce qu'ils en achètent régulièrement. Ce sont des contrats qui se renouent annuellement et qui permet donc d'ajuster par rapport à comment l'exposition de la compagnie a changé, peut-être. Ajuster les fréquences de risque si on pense qu'il y a eu, qui doivent être ajustées. Et donc tout ça, c'est discuter et négocier en amont avant la date fatidique du renouvellement du contrat. Donc j'imagine que dans ce type de métier-là, dans cette industrie, si on est un jeune ingénieur, il y a beaucoup de modélisation, calcul mathématique, compréhension des phénomènes sous-jacents, potentiellement de l'actuariat, de la finance et d'autres types de fonctions comme les contractuels. On a la chance de t'avoir où tu as justement plus d'expérience que des jeunes diplômés. Et donc, qu'à un niveau comme le tien, quel est le scope des missions que tu peux avoir, toi, à ton niveau, lorsque tu travailles avec des grands groupes? Est-ce que c'est la gestion d'un contrat en particulier, de plusieurs? Est-ce que tu as un portfolio d'entreprise? Enfin, comment ça se représente, par exemple, un travail que tu as pu avoir dans les 3 dernières années? Alors, principalement dans l'assurance et l'assurance, mes postes ont varié, mais principalement, ça revenait à gérer le portefeuille de risques. Donc, beaucoup de modélisation, beaucoup de compréhension des risques naturels, évidemment, de savoir comment ces risques étaient modélisés, de comprendre les modèles, de valider, faire des tests pour évaluer ces modèles, pour évaluer ce qui est bien et leurs limites aussi, comprendre ces limites, comprendre comment ajuster ou pas la distribution finale du type de perte, et se servir de cette information pour après structurer, on appelle ça structurer une assurance, une réassurance, qui est composée généralement de différentes couches, qui ont des prix différents. Gros accidents, petits accidents, enfin, c'est pour faire très synthétique. C'est ça, oui, tout à fait, ouais. Petit accident. Alors après, c'est une question de fréquence et impact. Oui, les petits accidents vont arriver beaucoup plus souvent, mais avoir une couverture moins grande, donc une capacité de remboursement, enfin un montant qui va être remboursé moins grand, mais par contre les gros accidents vont arriver plus rarement, mais eux par contre seront plus significatifs. Exactement. Et tu travailles en équipe à ce moment-là? Enfin, comment ça se passe en général, la taille des équipes qui vont travailler sur des contrats de ce type-là? Donc la manière dont les équipes sont organisées, alors il va y avoir de toute façon une équipe de modélisation, il y aura aussi une équipe actuarielle, il y aura aussi une équipe de souscription, c'est-à-dire les gens qui élaborent les contrats. Ouais. Il peut y avoir une équipe de structuration du produit, et puis une équipe de vente ou plutôt enfin, ça fait partie de la souscription, de pouvoir représenter sa compagnie, le contrat, et discuter le prix et la structure. Et en pratique, par exemple, sur les dernières missions sur lesquelles tu as travaillé, c'est plutôt, les équipes, c'est 1-2 personnes, c'est 10 personnes, c'est 50 personnes? Je te pose la question parce que vraiment, je n'ai aucune idée d'à quel point ce type d'entreprise ou de structure, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup de personnes? C'est vrai. Donc les grands groupes de réassurance sont très gros. Les compagnies sont notamment Munich Re, Swiss Re. En France, il y a SCOR, un grand groupe français, et puis plein d'autres réassureurs, soit basés à Londres, c'est la Lloyd's, soit basés aux Bermudes. Il y a beaucoup de Bermudiens qui offrent de la capacité
souscrire les risques d'assurance. Donc après, ces grands groupes, c'est des grosses équipes. Il peut y avoir des petits, les Bermudiens par exemple, sont beaucoup plus petits, c'est des équipes beaucoup plus restreintes, j'allais dire on y travaille plus et on est mieux rémunéré. Si tu vois à peu près ce que je veux dire. Bermude, quand tu dis Bermude, j'imagine qu'il y a des avantages fiscaux là-bas. Oui, c'est Enfin, ça a un rapport avec ça ou pas du tout d'ailleurs? totalement, parce que quand on a pour faire de la réassurance, il faut avoir beaucoup de capital. Et pour avoir ce capital, il est mis forcément dans des fonds. Or, vous ne voulez pas que votre capital soit taxé. Et c'est pour ça que beaucoup de capitaux, principalement américains, sont mis aux Bermudes pour faciliter justement la conduite de la réassurance. Après, des offshore, il y en a aussi en Europe. Hein. Enfin, c'est Luxembourg, Guernsey, il y en a plein. Absolument. Et c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais c'était voilà, la question. Oui. Quand tu as dit Bermude, moi, naturellement, je me pose la question, c'est pour ça que je voulais. Voilà. Mais ça fait Ils sens ont un statut assez spécifique pour le monde de l'assurance et de la réassurance. D'accord. Ça se comprend. Beaucoup de capitaux, des règles de taxation particulières qui peuvent aider à ce que ce capital puisse être alloué ou en tout cas allocate à des. Exactement. Exactement. Non, ça paraît très clair. Ce que je te propose, c'est de revenir un peu sur le début, sur toi, du parcours que tu as fait pour arriver à ce moment-là. Parce que tu as commencé par des études d'ingénieur. C'est vrai. J'avais vu donc sur LinkedIn en préparant l'entretien que tu avais été ensuite à Cambridge pour faire un PhD en géographie et en physique. Ce qui m'a étonné quand j'ai vu l'évolution derrière, ce sont des parcours qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et c'est pour ça que ça m'intéressait d'autant plus de parler avec toi. Comment s'est passée ta carrière, comment tu t'es retrouvé dans ce monde-là au départ et ensuite peut-être de 3 grandes étapes qui ont pu façonner les 20 dernières années en termes de ce qui t'a fait évoluer dans ce milieu, ce qui a pu te plaire, te faire évoluer. Mais pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé après justement ces études d'ingénierie qui t'a fait aller dans le monde de l'assurance au départ? Exact, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce que c'est le monde de la, on va dire, de la modélisation qui m'a fait rentrer dans le monde de l'assurance. Donc mes études, c'était sur les désastres naturels, avec de la modélisation. Et donc j'ai eu la chance aussi, au moment de faire mes études en France, avant d'aller à Cambridge, j'ai dû faire mon service national. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu vieux, ce n'est plus le cas maintenant, mais il existe toujours la forme volontariat. Mais moi, je n'étais pas dans l'armée, j'étais détaché en tant que coopérant. Et je suis parti au Vanuatu pendant 1 an et demi, dans un centre de recherche qui s'appelle maintenant l'IRD, Institut de recherche pour le développement français. Qui fait quoi? Qui s'occupe donc qui a plusieurs aspects de recherche pour le développement, donc surtout localisés en Outre-mer. Donc maintenant, ils sont plus au Vanuatu, ils sont à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à La Réunion, en Guadeloupe, etc. Au sein de mon poste, j'étais associé au directeur. J'ai travaillé principalement sur les risques naturels pour le Vanuatu. Donc, on commence à rentrer dans le lien qui va me lier à l'assurance plus tard. Dans les risques naturels, à ce moment-là, c'est sur quel aspect que tu avais travaillé, par exemple, juste pour bien comprendre, parce que vu que tu n'étais pas sur les assurances, quel type de mission on a sur les risques naturels Alors là, c'est purement scientifique. C'était risque de tremblement de terre, risque volcanique et risque cyclonique. Oui, bien commencé. Complet. Et effectivement, pour le Vanuatu et les autres pays du Pacifique, ces risques-là sont assez importants, et d'où la coopération avec la France. Puis à Cambridge, ça s'est plus focalisé sur l'utilisation d'images satellites dans le cadre de la compréhension d'une région d'Afrique qui s'appelle Afar, qui est à la fin de la vallée du Rift Valley, près de la mer Rouge, et d'observer des formations tectoniques et géologiques dans cette partie de l'Afrique. C'est suite à ça que mon premier job, c'était dans la modélisation de risques naturels à Londres. Et la compagnie qui crée des logiciels vend ces logiciels pour le monde de l'assurance et de la réassurance et de la finance. Tu as commencé pour l'entreprise qui fournissait ces logiciels de modélisation. Et c'était ça la porte qui t'a ouvert à comprendre, à découvrir ce milieu-là et j'imagine les applications de ces modèles? Tout à fait. Donc les modèles, c'était les premiers modèles utilisés par l'industrie. De nos jours, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Il y en a qui utilisent de nouvelles technologies, qui utilisent AI, qui utilisent
tout ce qui se fait maintenant. Et donc ces modèles, au début des années 90-2000, étaient principalement focalisés sur des gros risques, cyclones, tremblements de terre. Et maintenant, bien sûr, ces modèles font des choses beaucoup plus complexes, comme les inondations, utilisent des techniques plus modernes, beaucoup d'AI, beaucoup de techniques nouvelles que moi-même je n'utilise pas, mais que les ingénieurs de demain connaissent et peuvent appliquer, non seulement au monde de l'assurance, de la finance, mais aussi pour traiter du changement climatique. Oui, et qui en plus c'est une problématique qui est de plus en plus brûlante au sein de la société au niveau mondial et aussi beaucoup plus aware, pas en vogue, mais qui imprègne beaucoup plus les mentalités actuelles par rapport à potentiellement il y a quelques dizaines d'années. Totalement, oui, oui, la société a changé, c'est un problème qu'on a maintenant accepté, qu'il faut traiter et il faut déployer beaucoup de ressources pour mieux réduire ou du moins accepter ou minimiser, on va dire, l'impact du changement climatique. Et pour revenir à donc ton premier travail et le début de ta carrière où tu travailles pour l'entreprise qui propose des modèles, des modélisations des catastrophes naturelles, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas ensuite et te faire te dire « Ah ben j'ai envie de continuer dans ce monde de l'assurance, de la réassurance ». Ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'il y a eu des passages marquants de ton côté? Alors ça s'est fait assez naturellement. D'abord, j'ai bougé de Londres à Sydney, et en arrivant à Sydney, ils avaient peu de personnes qui avaient fait de la modélisation. Et c'est ainsi que naturellement, j'ai trouvé un job plus avec un courtier pour pouvoir, on va dire, éduquer le marché et faire un peu plus d'amener un peu plus de notions scientifiques dans ces transferts de risques. C'était en quelle année ça Enfin c'était il y a combien de temps C'est après, il y a à peu près 20 ans que je suis Ouais. arrivé en Australie. Ouais, donc, c'est top ça. Quand ça arrive en Australie, il y avait plus de besoins dans un domaine, avec tes compétences que tu as apportées, donc tu t'es adapté et après ça t'a plu? Tout à fait. L'Australie est un pays fantastique, comme tu sais. Ah ouais, bah ça fait 9 ans pour ceux qui ne connaissent, enfin qui savent pas, mais ouais, ça fait 9 ans de mon côté, 20 pour toi, et c'est toujours aussi plaisant. Là, d'ailleurs, je te remercie de m'accueillir chez toi. On voit un peu la vue par derrière, mais il y a des palmiers derrière. Ça fait un peu exotique pour les personnes qui nous regardent de France ou d'ailleurs. Tu as dit tout à l'heure, tu as mentionné qu'il y avait différentes composantes à ton métier. Donc, je sais que tu as commencé dans la modélisation, donc tout ce qui était plus technique, on va dire. Oui. Puis après, tu as continué avec une composante commerciale et même ensuite, on va en parler juste après, tu as monté ta propre entreprise où tu peux être consultant pour d'autres grandes entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette évolution? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça t'a plu? En effet, c'est une évolution qui m'a plu, dans le sens où l'aspect technique, c'est intéressant, ça évolue très vite. Et je pense que à un moment, il faut savoir reconnaître qu'il y a plus jeunes, plus doués, et utiliser ses compétences aussi, des jeunes ingénieurs, pour faire de meilleurs modèles, évaluations, pricing. L'aspect commercial aussi amène un domaine un peu plus personnel, où on va pouvoir parler plus avec des gens, des groupes, des structures, de la stratégie. Et ce dernier point, la stratégie, c'est assez intéressant, puisque ça te permet quand même de pouvoir discuter des ambitions de ton client et comment toi, tu peux l'aider à arriver à ses ambitions. Et au moment où tu t'es rendu compte que ça pouvait être intéressant de faire cette transition, est-ce que tu as pu la faire facilement? Est-ce que le fait que tu passes du côté commercial a été bien vu ou facilement accepté? C'est des questions que j'entends beaucoup de jeunes se poser parce qu'on comprend très peu les transitions de carrière. En fait, c'est quelque chose qui est très mystérieux quand on ne l'a jamais fait. Donc, comment est-ce que toi, cette transition s'est passée? Est-ce que c'était naturel, justement, au sein d'un même groupe? Est-ce que tu as dû changer de poste? Est-ce qu'il y a une histoire à cet endroit-là? Alors c'est vrai que c'est pas naturel, et surtout quand on vient d'un esprit, on va dire, un peu français, où chaque corps de métier est un petit peu isolé l'un de l'autre, ce qui est moins le cas dans le domaine anglo-saxon, comme tu sais. Après moi, je suis devenu commercial dans une compagnie qui vend des modèles, de la technologie, et donc il y a un certain... c'est assez naturel, j'allais dire, d'évoluer dans ce domaine. Une fois qu'on connaît le produit, c'est plus facile de le vendre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Après, oui, c'est très différent.
d'être dans la vente. C'est pas du tout les mêmes exigences. Faut être. On pense que la vente c'est un peu plus relax. En fait, c'est beaucoup plus exigeant. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a surpris, par exemple, venant d'un background technique, quand pour la première fois, tu as fait ce type de position? Eh bien, il faut très bien comprendre les parties qui sont en face, clients principalement, et savoir comprendre et délivrer ce qu'ils ont besoin. Or, quand on a développé un produit, on aime surtout vendre son produit. Oui. Mais le client, lui, ce n'est pas ça. Lui, il veut qu'on lui vende ce qu'il veut. Et là, il y a une petite nuance. Et c'est pas du tout la même approche à ce niveau-là. Donc, comprendre ce que le client veut attendre, et bien sûr transformer le produit en ce qu'il attend. Mais c'est des petites nuances quand même, à la différence de j'ai développé ce logiciel, c'est le meilleur au monde, j'en doute pas. Mais le client, lui, c'est pas vraiment ce qu'il veut savoir. Lui, il dit j'ai ce problème à régler, prouvez-moi que vous avez le produit qui adresse ce problème. Et dans le monde de l'assurance, quand tu dis ce problème, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur à quoi ça va ressembler concrètement pour être sûr que je comprends bien. C'est D'accord. typiquement un groupe qui va être aux États-Unis, il a un entrepôt là où il peut y avoir des tornades, et il va dire j'ai besoin d'un contrat ou d'une modélisation. Ouais, de quoi il va avoir, avec quel type de problématique il peut revenir vers toi justement, un client? Bah, le client, il a soit un bâtiment ou 1000 bâtiments, il a toujours le même problème. Il faut comprendre le risque donc, qui peut souffrir, ce bâtiment spécifiquement, ou ces 1000 bâtiments. De toute manière, la modélisation va modéliser les 1000 bâtiments du mieux qu'on peut. Ah, c'est combien d'argent il peut risque de perdre si jamais il y a un cyclone ou il y a un accident naturel? Exactement. Et donc la modélisation, lui, il l'a pas, et il vient pour à la fois la modélisation et l'offre de couverture, c'est ça? En fait, moi j'imagine que un client a un risque naturel qui sait qu'il peut se produire dans la zone où il est, et il vient vers vous avec j'ai un bâtiment, et il veut, si j'étais un client par rapport à d'autres industries, je me dirais bah, j'ai une voiture, j'aimerais avoir la proposition d'assurance la moins chère possible, parce que il y a toujours la notion de prix qui arrive, ou il y a vraiment autre chose par rapport à la modélisation ou par rapport à... Donc, il y a plusieurs éléments à discuter. La modélisation va vraiment montrer les pertes potentielles et surtout aider à mettre un prix à la capacité, à la protection qui va supporter ce risque. Donc, c'est vraiment le pricing. Parce que c'est pas seulement combien ça coûte, c'est aussi combien il peut être remboursé s'il y a des problèmes. Et après, c'est... C'est-à-dire que c'est un équilibre entre le capital, je ne vais pas trop rentrer mais d'un niveau concret, c'est vous achetez une assurance et vous voulez que cette assurance, elle vous aide pour 1 an, 10 ans, 15 ans, et que vous payez le prix approprié pendant cette période. Ok, de 15 ans. et en fait, ce que je comprends mieux avec l'image de, même si on a une voiture à assurer par exemple, c'est pas seulement les dommages qu'on peut avoir nous, mais en Australie, quand on touche notre voiture par exemple, on peut être liable, on peut devoir les frais de l'autre voiture, et donc il y a quelles sont les options de l'assurance, la durée, et ensuite combien d'argent la capacité justement de cette assurance-là par rapport à combien on va payer. Plus on va payer cher, plus l'offre sera large et généreuse s'il y a des problèmes en face. C'est ça. Alors, c'est ça. Je simplifie beaucoup. Hein. Et pour les grands groupes, il y a aussi un aspect il faut être en accord avec ce que la régulation va demander au groupe pour en matière de protection. Donc il y a quelques aspects techniques aussi à respecter à ce niveau-là. Oui, c'est comme l'équivalent de... je reviens toujours sur l'exemple de la voiture parce que je me dis que ça parlera à beaucoup de personnes, mais il y a des assurances minimales obligatoires. Et Exactement. Donc ça, c'est la réglementation. Exactement. Mais dans le cas de bâtiments et de grandes entreprises, c'est beaucoup plus complexe, j'imagine. Alors oui et non. Non, il y a les grands régulateurs demandent au groupe d'avoir des protections à un certain niveau pour justement s'assurer de leur stabilité financière. Ça make sense. Ok. Donc tu vas dans ce type de rôle plus commercial. Ça va durer combien de temps dans ta carrière à peu près si on devait faire des phases, la phase technique plus modélisation
Ensuite, cette phase commerciale, elle a duré à peu près combien de temps? La phase commerciale a été à peu près 4 ans avant que je parte dans le consultanat. On dit consultanat ou peut-être consulting en français? Consulting, mais en français, je sais pas. Non, mais peut-être que tu as raison. C'est moi qui me fourvoie là-dessus. Et tu parles justement donc, du côté du monde du consultanat, d'ailleurs, être consultant. Je pense que c'est hyper intéressant pour des gens qui peuvent nous écouter, et même pour moi, parce que être l'expression un peu galvaudée, mais être son propre patron, mais avoir une entreprise et fournir des services et alterner potentiellement entre être employé pour des grands groupes sur des missions ponctuelles ou longues et avoir son propre cabinet où tu proposes tes services, ça peut faire peur, ça peut être très incertain en termes de comment est-ce qu'on fait en pratique, est-ce que c'est avec des anciens clients, mais comment on fait pour aller voir de nouveaux clients potentiellement. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que je trouve que c'est vachement impressionnant de faire ça, donc comment est-ce que ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu peux nous en dire avec la pratique que tu as actuellement? Donc le consulting, c'est vraiment c'est super parce que tu deviens ton propre chef et tu décides du travail que tu veux faire. Donc c'est le summum, j'allais dire, de la liberté. Mais il y a des pièges. Et le piège principal, c'est de partir sur une mission et de ne pas en avoir d'autres derrière. Donc c'est super, on a une mission, on y va, on fait un super boulot, on est payé, et puis après, il n'y a rien derrière. Et puis il faut trouver une autre mission, et puis ça prend du temps. Et puis malheureusement, l'argent ne rentre pas. Donc l'élément clé, vraiment, du consulting, c'est de s'assurer un revenu, même minimum, mais régulier. Il faut un minimum pour faire tourner, j'allais dire, la compagnie, la maison, et essayer d'utiliser beaucoup de temps pour trouver de nouveaux marchés. Ce qui va prendre du temps, c'est de trouver de nouveaux clients. Et donc, le rêve, c'est d'avoir justement ce minimum de rentrée d'argent pour un travail régulier. Et puis après, aller chercher des gros projets qui vont effectivement avoir peut-être plus d'intérêt d'ailleurs. Et comment toi, justement, tu t'y prends pour aller... à la fois les deux, en fait. Là, j'ai envie de te poser deux questions. On va commencer avec une, mais comment tu fais pour chercher des gros projets? Puis ensuite, on verra comment tu fais pour avoir des clients réguliers. Mais de ton côté, comment tu t'y es pris pour passer le pas et avoir tes premiers gros projets? Et puis même maintenant, comment tu fais pour en avoir des nouveaux? Alors, pour aller chercher les projets, c'est vraiment j'allais dire, un petit peu de la vente. Il faut savoir ne pas hésiter, frapper aux portes, expliquer, avoir des discussions pour comprendre quel est le problème qu'une compagnie peut avoir et comment le fixer, et discuter dans le marché, avoir de nombreuses discussions. Et où est-ce que tu trouves des personnes avec qui discuter d'assurance? Je veux dire, moi, j'en parle avec toi, mais tu es la seule personne qui connaît le domaine. Alors, j'imagine, j'ai quelques idées, mais pour un auditeur qui est nouveau à ce monde-là, où est-ce que tu vas rencontrer ces personnes avec qui tu vas avoir ces discussions Alors, c'est pas forcément du consultanat en assurance spécifiquement. Ça peut être par rapport justement à la problématique du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour une boîte financière, l'impact du changement climatique sur son portefeuille de risque, que ça soit assurance, mais surtout banque, ou même discuter de la transition, je veux dire écologique, non, énergétique, et donc discuter comment ils peuvent adresser ce problème. Et ils doivent l'adresser. Et ça, c'est une problématique qui, pour le coup, est rencontrée par beaucoup d'entreprises. Et absolument, ça touche toutes les compagnies. Et à quel moment est-ce que tu vas parler avec eux lors d'événements networking? On parlait un peu en off avant de conférences, mais comment tu te retrouves dans ces endroits où tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et ensuite potentiellement avoir des discussions sur ces sujets-là? Donc le networking, c'est vrai que c'est très important. Utiliser son réseau du mieux qu'on puisse, et puis participer à des événements, des conférences. Alors c'est vrai qu'il y a eu le problème de Covid, mais maintenant on a passé le cap, et donc ça reprend un petit peu plus. En pratique, je comprends le fait d'aller à des conférences et de parler avec des personnes, mais combien de fois par mois, par exemple, tu vas faire des événements networking? C'est une fois par mois, c'est beaucoup plus fréquent. C'est peut-être plus fréquent d'ailleurs quand tu es entre missions, mais justement, tu me disais que tu veux éviter d'être entre des missions. Donc, comment ça se passe en pratique dans un mois, un trimestre classique? Alors, les conférences, ça peut être, on va dire, tous les trimestres. Maintenant qu'on est en mission, comme tu le dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déjà prendre un peu de temps pour chercher le contrat d'après.
Donc il faut savoir gérer son temps, même pendant une mission. De ne pas être seulement à 100% pour son client. Et c'est possible, hein. Maintenant, on peut avoir une flexibilité quand même des horaires. Vous n'êtes pas toujours sur place. Et vous pouvez gérer votre temps de travail comme vous voulez. C'est-à-dire, bien sûr, faire le travail nécessaire, mais vous pouvez faire ça peut-être durant une fin de journée et avoir utilisé le temps dans la journée pour aller voir justement un client potentiel. Oui, absolument. Et il y a beaucoup d'événements qu'on ne connaît pas quand on est étudiant, mais qui sont faits justement dans les horaires un peu décalés. Typiquement, la FATCHI, la Chambre de commerce franco-australienne ici, fait par moment des petits déjeuners qui commencent à 8h et qui vont finir vers 9h30, 10h. Mais comme tu dis, si tu finis un peu plus tard, bah, c'est très facile de l'intégrer dans une journée de travail. Il y a des déjeuners, il y a beaucoup d'after-work et d'événements qui vont avoir lieu le soir vers 18h, ce qui permet d'avoir sa journée de travail complète et ensuite de faire ces événements et donc de rencontrer des personnes et de pouvoir avoir ces discussions. Ou même avoir en France, il y a beaucoup plus le lunch, donc typiquement en France, ce serait d'avoir des rendez-vous entre midi et 1h, un déjeuner où on parle affaires, où on peut parler justement de l'impact de risque climatique sur l'entreprise et potentiellement avoir des clients ensuite. Tu parlais d'avoir une base, le but étant d'avoir une base minimum de contrats et d'argent qui peut rentrer dans l'entreprise pour assurer la pérennité. Comment est-ce que ça s'est passé de ton côté pour construire cette base et avoir des clients réguliers? Tu parlais des chances qui se renouvellent tous les ans, mais comment ça s'est passé en concret pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça après avoir justement fait ce type de mission pendant longtemps? Alors, c'est pas facile, il faut être vraiment honnête, mais ce qu'il faut, c'est chercher à à faire un travail qu'on peut renouer. C'est un petit peu comme, je pense à l'exercice comptable, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas forcément un exercice comptable, mais par exemple, une évaluation du domaine énergétique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se renouer dans le temps à intervalles réguliers. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et si les contrats vont typiquement avoir des dates d'échéance, tes premiers clients que tu as pu faire au moment où tu t'es lancé à ton compte, tu t'es lancé à ton compte il y a combien de temps à peu près? Alors j'ai commencé un petit peu alors que j'avais déjà un travail, mais donc depuis quelques années, je fais ça en parallèle, j'allais dire. D'accord. Oui, donc si ça fait quelques années, au départ, tes premiers clients que tu as pu faire à ce moment-là, qui ont des contrats qui vont se renouveler tous les ans, tous les 2, tous les 3, tous les 4 ans, peuvent te rappeler justement 2, 3 ans plus tard. C'est un peu un effet boule de neige qui prend du temps au départ. Oui, il y a ce cas de figure, absolument, ou essayer de trouver peut-être des... Prenons de la modélisation, faire de la modélisation plus régulièrement pour avoir un meilleur suivi des expositions, des pertes potentielles, de la vulnérabilité, donc qui peut apporter de la valeur aux clients. Ouais. Non, ça fait sens. Je vais finir avec des questions sur la problématique justement du changement climatique et de l'impact que ça peut avoir pour les entreprises. Changement climatique, transition énergétique, ces différents concepts. Comment ça se traduit dans les discussions que tu peux avoir avec des entreprises? Quel type de questions est-ce qu'elles peuvent être amenées à se poser? Et si j'étais justement un jeune ingénieur qui aimerait commencer potentiellement dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des choses à regarder en particulier ou sur lesquelles s'intéresser? Alors, Assez large la question, je suis d'accord. Alors, pour commencer, le sujet est très important. Il arrive vraiment, j'allais dire, sur la table de tous les exécutifs. Les compagnies vont prendre un peu de temps pour savoir comment traiter le problème. Ça va pas être rapide, soyons honnêtes. Mais par contre, c'est une opportunité pour les jeunes ingénieurs qui veulent travailler dans ce domaine, qui veulent apporter aussi de l'aide pour la société, mais concrètement. Et donc, je pense qu'il y a vraiment de l'avenir. Et il y a tellement de domaines qu'il faut pouvoir traiter. Mais au final, toutes ces compagnies, d'entreprises, elles vont devoir traiter le problème du changement climatique. Alors, il peut y avoir... là, c'est très divers, par contre. Ça dépend de l'industrie. Mais dans l'ensemble, tout le monde devra traiter ce problème et le faire pour la compagnie. Donc, il y a un avenir, à mon avis, vraiment important et intéressant pour les jeunes ingénieurs. Si les enjeux climatiques vous intéressent et que vous voulez avoir un impact aussi, ou
même au niveau des entreprises, sur la transition qui va avoir lieu à plein de niveaux. Ça peut être un sujet qui, au-delà juste du traitement médiatique, peut avoir des implémentations concrètes dans le monde de l'assurance, de la réassurance et du conseil sur la transition, on va dire. Tout à fait. Donc là, il y a vraiment un avenir. Et comme j'ai dit, c'est un sujet qui va demander beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Est-ce que tu as une dernière remarque ou un dernier conseil à un jeune ingénieur qui pourrait être soit en école, soit qui vient de sortir, qui s'intéresse à cette problématique du changement climatique justement, des ressources vers lesquelles se tourner ou des actions à faire qu'il pourrait faire au niveau professionnel qui pourraient l'aider à commencer dans ce domaine-là et justement être préparé bien situé pour les prochaines années à venir et ce qui va arriver? Pour simplifier, je pense que le meilleur conseil, c'est d'être curieux. D'être curieux et de vouloir suivre ce qui se passe, parce que ça évolue très très vite, que ce soit au niveau de la régulation, ce qu'on va demander aux compagnies de fournir pour montrer leurs efforts, et de suivre ce qui peut se faire de mieux, soit au niveau modélisation, soit au niveau compréhension de l'impact. Et je pense que le meilleur conseil, c'est d'être curieux et de pouvoir suivre l'actualité et l'évolution de ce qu'on peut faire pour améliorer les compagnies au niveau du changement climatique. Ok. Bah écoute, je te remercie Pierre. Merci d'être venu, d'avoir participé et d'avoir aidé tous les jeunes ingénieurs qui peuvent se poser des questions sur le milieu de l'assurance, la réassurance, mais aussi plus globalement les changements qui ont lieu actuellement. Merci Thomas. Si cette discussion d'ingénieur t'a plu, je t'invite à en regarder une autre qui va s'afficher à l'écran ou d'aller sur ma chaîne et mon podcast Discussion d'ingénieur. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une excellente journée et une très bonne continuation dans ta carrière. Bye bye.